Madame, partez immédiatement. Ne dites rien à personne. C'est ce que le technicien informatique m'a murmuré ce matin-là, les mains tremblantes, après avoir ouvert l'ordinateur portable de mon mari. Mon sang s'est glacé. Mais pourquoi? Il a tourné l'écran vers moi, le visage livide. J'ai vu des dossiers, des noms étranges, des dates. Et puis, mes jambes ont cédé sous mon propre poids. Je m'appelle Soraya Dufour. J'ai 61 ans. Et ce matin du 23 avril 2024, dans cette petite boutique informatique du 6e arrondissement, j'ai compris que ma vie entière n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré. 3 jours plus tôt, tout semblait normal. Thierry, mon mari depuis 37 ans, m'avait demandé un service anodin. « Chérie, tu peux déposer mon laptop chez le réparateur? Il rame depuis quelques jours. Prends celui du boulevard Haussmann. Ils sont efficaces. » Il m'avait embrassé sur le front, comme d'habitude. Costume gris anthracite, eau de Cologne discrète, attaché-case en cuir. Thierry était directeur commercial dans une entreprise pharmaceutique. Un homme posé, prévisible, rassurant. Nous vivions dans un appartement lumineux près du parc Monceau. 3 chambres, parquet en chêne, bibliothèque murale remplie de livres que personne ne lisait plus. Nos 2 fils étaient repartis depuis longtemps, l'un à Lyon, l'autre au Canada. C'était juste nous 2, maintenant. Juste nous 2 et 37 années de mariage. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, j'ai pris le métro jusqu'au boulevard Haussmann. Le laptop de Thierry pesait lourd dans mon sac en cuir. Je me souviens du poids, je me souviens de tout. La boutique sentait le plastique neuf et le café froid. Un jeune homme aux cheveux bouclés m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Quel est le problème ?» Mon mari dit que l'ordinateur est lent. Il a besoin d'une révision, je suppose. « Pas de souci. Laissez-le-moi. Je regarde ça tout de suite. Vous avez le mot de passe ?» Je lui ai donné. Thierry utilisait toujours le même. Notre date de mariage. 18-0-6427. J'ai attendu sur une chaise en plastique près de la vitrine. Dehors, Paris vivait sa vie habituelle. Passants pressés, klaxons, pigeons sur les rebords. 15 minutes plus tard, le technicien est revenu. Mais son visage avait changé. Il s'est approché de moi lentement, comme si chaque pas lui coûtait. Il a jeté un coup d'œil vers la porte, puis vers son collègue au fond de la boutique. « Madame, vous êtes sa femme, c'est ça ?»« Oui. Pourquoi? Il y a un problème avec l'ordinateur ?» Il a dégluti. « Madame, je ne sais pas comment vous dire ça. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Dites-moi. » Il a baissé la voix. « Madame, partez immédiatement. Ne dites rien à personne. » J'ai senti mes mains devenir glacées. « Mais de quoi vous parlez ?» Il m'a fait signe de le suivre vers le comptoir du fond, loin des regards. Il a ouvert l'ordinateur. L'écran bleu a illuminé son visage pâle. J'ai trouvé des dossiers. Il a cliqué. 1 fois, 2 fois. Et là, sous mes yeux, j'ai vu quelque chose qui ne devrait jamais exister. Des fichiers, organisés, datés, nommés avec une précision chirurgicale. Plan A. Plan B. Plan C. J'ai ouvert le premier. Des lignes, des notes, des calculs, des simulations froides, méthodiques, comme un rapport d'entreprise. Sauf que le sujet, c'était moi, ma chute dans la salle de bain, la date prévue, les conditions idéales, l'angle du carrelage, mon accident de voiture, le moment précis où mes freins pourraient lâcher, l'endroit sur l'autoroute A1, un court-circuit dans la cuisine, le soir où je serais seul, le grille-pain défectueux qu'il avait réparé lui-même. Mes jambes ont lâché. Je suis tombé à genoux sur le sol froid de la boutique. Le technicien m'a rattrapé par le bras. « Madame, respirez. » Mais je ne pouvais plus respirer, parce que tout remontait d'un coup. Les 3 derniers mois, ma chute dans la douche. « Tu as glissé, chérie. Il faut faire attention à ton âge. » Le grille-pain qui avait pris feu. Heureusement que j'étais là. Mes freins qui avaient des lâchers sur le périphérique. Ces vieilles voitures, il faut la changer. 3 accidents. 3 fois où Thierry était arrivé juste à temps. Juste assez inquiet. Juste assez attentionné. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Le technicien a ouvert un autre dossier. Des messages, des conversations, une femme, des photos. Mon amour, encore 2 mois, et elle ne sera plus un problème. La maison sera à nous. Tout sera à nous. Patience, ma belle. Bientôt, nous serons libres. Thierry, mon Thierry, l'homme qui m'embrassait le front chaque matin, l'homme qui disait « je t'aime » avant de dormir,
l'homme avec qui j'avais élevé 2 enfants. Cet homme voulait me tuer. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à genoux, dans cette boutique qui sentait le plastique et le café froid. Le technicien m'a aidé à me relever. Il m'a apporté un verre d'eau. Ses mains tremblaient autant que les miennes. « Madame, vous devez partir. Maintenant. Et ne lui dites rien. Rien du tout. Mais Écoutez-moi. S'il sait que vous savez, il va paniquer. Et un homme paniqué est dangereux. Prenez le temps de réfléchir. Mettez-vous en sécurité. Ensuite, vous agirez. » Il a fermé l'ordinateur. Il me l'a rendu. Je n'ai rien vu. Vous non plus. Compris? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je suis sortie de la boutique comme un fantôme. Dehors, Paris continuait de vivre. Les gens riaient. Les terrasses étaient pleines. Le soleil brillait sur les toits gris. Mais moi, je venais de mourir. Ou plutôt, je venais de comprendre que j'aurais dû mourir. Parfois, on partage sa vie avec quelqu'un pendant des décennies, et on réalise qu'on ne l'a jamais vraiment connu. Et vous, avez-vous déjà senti que quelque chose ne tournait pas rond, même si tout semblait parfait en surface? Racontez-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Je suis rentrée à la maison comme une automate. Le métro, les escaliers, la rue familière avec ses platanes et ses façades haussmanniennes. Tout était exactement pareil qu'1 heure plus tôt. Mais moi, j'étais devenue quelqu'un d'autre. J'ai monté les 4 étages jusqu'à notre appartement. Mes jambes tremblaient. Le laptop de Thierry pesait dans mon sac comme une pierre tombale. J'ai ouvert la porte. L'odeur de notre maison m'a frappé en plein visage. Ce mélange de cire d'abeille, de livres anciens et de café qui imprégnait chaque pièce depuis 37 ans. Une odeur que j'avais toujours associée au bonheur, à la sécurité. Maintenant, elle me donnait envie de vomir. Je me suis assise sur le canapé du salon. Celui en velours vert que nous avions acheté ensemble au Puce de Saint-Ouen, il y a 20 ans. Thierry avait négocié le prix pendant 1 heure. Il était si fier de son coup. « Tu vois, Soraya, je sais défendre mes intérêts. » Oui, il savait défendre ses intérêts. J'ai posé le laptop sur la table basse. Je l'ai regardé comme si c'était une bombe. Une partie de moi voulait l'ouvrir à nouveau, vérifier, m'assurer que je n'avais pas rêvé. Mais je savais. Mon corps le savait. Mes mains glacées le savaient. Mon cœur qui battait trop vite le savait. Thierry voulait me tuer. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, où j'avais fait les devoirs avec mes fils, où Thierry et moi prenions notre café chaque matin en lisant Le Figaro. Le grille-pain était là, sur le plan de travail en marbre, celui qui avait pris feu il y a 6 semaines. Je m'en souvenais parfaitement. C'était un jeudi soir. Thierry était censé dîner avec des clients. J'étais seule. J'avais mis du pain à griller. Et soudain, des flammes, des étincelles, une fumée noire et âcre. J'avais crié. Thierry était arrivé en courant. « Mon Dieu, Soraya, tu vas bien ?» Il avait débranché l'appareil. Il m'avait serré dans ses bras. J'avais senti son cœur battre contre ma joue. J'ai eu tellement peur de te perdre. Je l'avais cru. Dieu, comme je l'avais cru. Maintenant, debout dans cette cuisine baignée de lumière printanière, je regardais ce grille-pain avec des yeux nouveaux. Thierry l'avait réparé lui-même quelques jours avant l'incident. « Ne le jette pas, chérie. Je peux le réparer. » Pourquoi gaspiller de l'argent? Il l'avait démonté dans son bureau. Il avait passé toute une soirée dessus. Et ensuite, il avait brûlé, avec moi à côté. J'ai ouvert le placard sous l'évier. J'ai sorti le grille-pain de la poubelle où je l'avais jeté après l'incident. Il était calciné, tordu, mort. Mais les fils électriques dépassaient bizarrement, comme s'ils avaient été manipulés. Mes mains se sont mises à trembler. Non, 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 non. C'était impossible. Thierry n'aurait jamais... Sauf que si. Le laptop ne mentait pas. Je suis retournée au salon. Je me suis assise. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, une mère promenait son enfant dans une poussette. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main. La vie continuait. Normale, paisible, incompréhensible. Et moi, j'étais prisonnière dans ma propre maison, avec un homme qui voulait ma mort. Les souvenirs ont commencé à remonter, un par un, comme des cadavres à la surface d'un lac, la chute dans la salle de bain. C'était il y a 3 mois, un dimanche matin. Je prenais ma douche. Le sol était mouillé. Mon pied a glissé. Je suis tombée violemment, la tête contre le rebord de la baignoire. J'avais vu des étoiles. Du sang coulait de mon arcade sourcilière.
Thierry était entré en trombe. « Soraya! Mon Dieu !» Il m'avait relevé, porté jusqu'au lit, soigné ma plaie avec une douceur infinie. « Tu as eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire. À notre âge, une chute comme ça. » Il avait secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je ne supporterai pas de te perdre. » J'avais posé ma main sur la sienne. « Je suis là, je ne vais nulle part. » Mais maintenant, assise sur ce canapé vert, je me souvenais d'un détail. Un tout petit détail que j'avais ignoré sur le moment. Thierry avait nettoyé la salle de bain la veille de ma chute. Je vais mettre un nouveau produit sur le carrelage, pour qu'il brille. Le lendemain, le sol était glissant, anormalement glissant. Comme si mon estomac s'est retourné. Et puis, il y avait eu l'accident de voiture, il y a 5 semaines, sur le périphérique, à la sortie de la porte de la chapelle. J'allais voir mon amie Nadia à Montreuil. Il faisait beau, la circulation était fluide. Soudain, mes freins n'ont plus répondu. J'ai appuyé. 1 fois, 2 fois, rien. La voiture accélérait. Un camion devant moi. Des klaxons. Mon cœur qui explosait dans ma poitrine. J'ai tiré le frein à main de toutes mes forces. La voiture a dérapé. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres du camion. J'ai cru mourir. Quand je suis rentrée, tremblante, le visage en larmes, Thierry m'a serré contre lui pendant de longues minutes. Mon amour, tu es en vie. C'est tout ce qui compte. Il avait appelé le garagiste. La voiture avait été remorquée. Problème de liquide de frein, avait dit le mécanicien. Vous avez eu de la chance, madame. Thierry avait insisté pour que je ne conduise plus cette voiture. On va t'en acheter une nouvelle, une plus sûre, plus moderne. Mais nous n'avions jamais acheté de nouvelle voiture, parce que, bien sûr, il n'en avait jamais eu l'intention. Maintenant, 3 mois plus tard, je comprenais. 3 accidents, 3 tentatives, 3 échecs. Et Thierry était toujours là, patient, attentionné, aimant, en train de préparer le plan D. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Thierry. « Chérie, tu es bien arrivée chez le réparateur? Tout va bien ?» Mes doigts ont tremblé au-dessus du clavier. J'ai tapé, effacé, retapé. Finalement, j'ai écrit « Oui, tout va bien, il le garde quelques jours. » La réponse est arrivée immédiatement. Parfait. Je rentre vers 19h. Je t'emmène dîner au Relais Plaza pour fêter nos 37 ans et 4 mois de mariage. Le Relais Plaza, notre restaurant préféré. Celui où il m'avait demandé en mariage. Celui où nous fêtions chaque anniversaire depuis 3 décennies. J'ai regardé ce petit cœur rouge sur l'écran. Et j'ai eu envie de vomir. Comment fait-on pour dîner avec quelqu'un qui veut vous tuer? Comment fait-on pour sourire? Pour parler de la pluie et du beau temps? Pour découper sa viande? Pour boire son vin? Alors qu'on sait? Comment fait-on semblant que tout va bien quand le monde vient de s'effondrer? Je ne savais pas. Mais j'allais devoir apprendre. Parce que le technicien avait raison. Si Thierry comprenait que je savais, je ne verrais peut-être pas le lever du soleil. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à notre chambre. La chambre où nous avions dormi côte à côte pendant 37 ans. Le lit king size avec ses draps blancs immaculés. L'armoire ancienne héritée de la grand-mère de Thierry. Les photos de nos fils sur la commode. Tout était si normal, si parfait, si faux. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit de Thierry. Ses lunettes de lecture, un livre de John le Carré à moitié lu, des mouchoirs en tissu, des stylos et une petite clé. Une clé que je n'avais jamais remarquée. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pris la clé. Elle était froide dans ma paume. Il y avait un coffre-fort dans le bureau de Thierry. Un petit coffre encastré dans le mur, derrière un tableau. Je savais qu'il existait, mais je n'y avais jamais prêté attention. Thierry y gardait des papiers importants, m'avait-il dit. Des contrats. Des documents professionnels. Rien d'intéressant, chérie. J'ai regardé la clé, puis j'ai regardé la porte du bureau. Non, je ne pouvais pas. Pas maintenant. Pas encore. J'ai remis la clé dans le tiroir. J'ai refermé. Mes mains tremblaient. Je suis retournée au salon. Je me suis assise. J'ai attendu. Les heures ont passé. À 18h45, j'ai entendu la clé dans la serrure. « Chérie, je suis rentrée. » La voix de Thierry. Chaude, familière, mortelle. J'ai pris une grande inspiration. J'ai effacé toute émotion de mon visage. Et je me suis levée pour accueillir l'homme qui voulait ma mort. Il est entré dans le salon, souriant, ses clés à la main. Il portait son costume gris, celui que je lui avais offert pour ses 63 ans. Il avait l'air fatigué, mais heureux de me voir. Alors, ce réparateur? Ma voix est sortie,
étrangement calme. Il le garde 3 jours. Un problème de disque dur. Thierry a hoché la tête. Tant pis. J'utiliserai celui du bureau. Il s'est approché. Il m'a embrassé sur le front. Ses lèvres étaient tièdes, douces, comme toujours. J'ai senti mon estomac se contracter. Alors, prête pour notre dîner? J'ai souri. Un sourire qui m'a coûté toute mon énergie. Oui, laisse-moi juste me changer. Prends ton temps. J'ai réservé pour 20h30. Je suis allée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyée contre le mur. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Comment allais-je faire? Comment allais-je survivre à ce dîner? Je me suis regardée dans le miroir. Soraya Dufour, 61 ans. Cheveux bruns coupés au carré, quelques fils argentés aux tempes, yeux noisettes, rides d'expression autour de la bouche. Un visage ordinaire, une femme ordinaire. Sauf que maintenant, je n'étais plus ordinaire. J'étais une femme qui savait. Et savoir, c'était le plus dangereux des pouvoirs. J'ai enfilé une robe bleu marine, celle que Thierry aimait bien. Elle te va si bien, tu es si élégante. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles, du rouge à lèvres discret, du parfum. Je me suis préparée comme on se prépare pour la guerre, parce que c'était une guerre silencieuse, invisible, où le moindre faux pas pouvait me coûter la vie. Nous avons pris un taxi jusqu'au Relais Plaza. Thierry m'a tenu la main pendant tout le trajet. Son pouce caressait doucement ma paume. Un geste qu'il faisait depuis toujours. Un geste qui, aujourd'hui, me glaçait le sang. Le restaurant était magnifique, comme toujours. Lustres en cristal, banquettes en cuir, serveurs en veste blanche. L'élégance parisienne dans toute sa splendeur. Notre table habituelle nous attendait. Près de la fenêtre, avec vue sur l'avenue Montaigne. Thierry a commandé du champagne. Pour célébrer. Célébrer quoi? Notre mariage? Ou ma mort prochaine? Les bulles pétillaient dans ma coupe. Je les ai regardées remonter à la surface, encore et encore, inlassablement, comme les mensonges qui remontaient maintenant à ma conscience. Thierry a levé son verre. À nous, à notre amour, à tous ces années ensemble, et à toutes celles qui viennent. J'ai levé mon verre, j'ai bu. Le champagne était froid, acide, parfait. Et je me suis demandé si c'était la dernière fois que je goûtais quelque chose d'aussi beau. Pendant le dîner, Thierry a parlé de son travail, des nouveaux contrats, des voyages prévus, de ses collègues. Il était charmant, comme toujours, drôle, attentionné. Il a commandé pour moi le bar grillé aux légumes, mon plat préféré. « Tu n'as presque rien mangé, chérie, ça va ?» J'ai souri. « Je suis juste un peu fatiguée. Repose-toi demain, tu travailles trop à la maison. » Il a posé sa main sur la mienne. « Tu es le pilier de ma vie, Soraya. Tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai regardé ses yeux bleus, ces yeux que j'avais aimés pendant 37 ans. Et j'ai vu un étranger. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir où mes mots vous trouvent. Nous sommes rentrés vers 23h. Thierry était de bonne humeur. Il sifflotait dans l'ascenseur. C'était une belle soirée. Oui, je t'aime, Soraya. Moi aussi. Les mots sont sortis automatiquement, comme un réflexe, comme un mensonge. Dans la chambre, Thierry s'est déshabillé. Il s'est glissé sous les draps. « Tu viens ?»« Dans 1 minute. Je vais juste boire un verre d'eau. » Je suis allée à la cuisine. J'ai rempli un verre. J'ai bu lentement, debout devant la fenêtre. Paris scintillait dans la nuit. Des millions de lumières, des millions de vies, des millions de secrets. Et moi, au milieu de tout ça, avec le plus mortel des secrets. Quand je suis revenue dans la chambre, Thierry dormait déjà. Il ronflait légèrement, la bouche entr'ouverte, un bras posé sur mon oreiller. J'ai regardé son visage endormi. Cet homme était mon mari, le père de mes enfants, mon compagnon de toute une vie, et il voulait me tuer. Je me suis allongée à côté de lui, rigide, les yeux grands ouverts dans le noir. Le sommeil ne viendrait pas cette nuit, ni la suivante, ni peut-être jamais, parce que maintenant, je savais. Et savoir, c'était le début de tout, le début de la fin, ou le début d'autre chose. Je ne savais pas encore, mais j'allais le découvrir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai compté les heures. 1, 2, 3, 4. À côté de moi, Thierry dormait paisiblement, comme un homme sans conscience. Sa respiration était régulière, profonde, innocente. Comment pouvait-il dormir si bien? Comment pouvait-il rêver tranquillement alors qu'il planifiait ma mort?
À 5 heures du matin, je me suis levée. Mes jambes étaient lourdes, ma tête brumeuse. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allée à la cuisine. J'ai préparé du café. Le bruit de la cafetière italienne a rempli le silence. Un bruit familier, réconfortant. Mais rien n'était plus réconfortant. Assise à la table de la cuisine, j'ai regardé le jour se lever sur Paris. Le ciel passait du noir au gris, puis au rose pâle. Les toits brillaient de rosée. Les premiers pigeons roucoulaient sur le rebord de la fenêtre. Un nouveau jour, une nouvelle journée à faire semblant. Une nouvelle journée à survivre. Mon esprit tournait en boucle. Que devais-je faire? Appeler la police? Dire quoi? Mon mari a des fichiers sur son ordinateur qui planifient ma mort? Avais-je des preuves tangibles? Le technicien avait dit qu'il n'avait rien vu. Il me protégeait, mais il ne témoignerait jamais. Et Thierry nierait tout. Bien sûr qu'il nierait. Ma femme est fatiguée. Elle imagine des choses. À son âge, vous savez, on me prendrait pour une folle. Ou pire, on préviendrait Thierry. Et alors, il accélérerait ses plans. Partir, fuir, aller où? Chez mes fils, chez mes amis? Thierry me retrouverait. Il était intelligent, méthodique, patient. Et puis, partir, c'était tout abandonner. Notre appartement, mes économies, ma vie entière, 37 ans de mariage, 37 ans de souvenirs, de construction commune. Tout ça pourquoi? Pour lui laisser gagner? Non, non, je ne partirai pas comme une voleuse. Mais alors, quoi? Rester? Attendre? Jouer le jeu? Le temps que je trouve une solution? C'était la seule option, la plus dangereuse, mais la seule qui me laissait une chance de reprendre le contrôle. J'ai entendu des pas dans le couloir. Thierry est entré dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en désordre. « Tu es déjà réveillé ?» J'ai souri. Ce sourire que j'avais perfectionné la veille. Je n'arrivais pas à dormir. Il s'est approché. Il m'a embrassé sur la tempe. « Tu devrais te reposer plus, chérie. Tu as l'air épuisée. » Bien sûr que j'avais l'air épuisée. Je venais de découvrir que mon mari voulait me tuer. Thierry s'est servi du café. Il s'est assis en face de moi, le Figaro ouvert devant lui. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»« Rien de spécial. Un peu de ménage. Peut-être un déjeuner avec Nadia. » Nadia, mon amie depuis 40 ans, celle qui connaissait tous mes secrets. Enfin, presque tous. Parce que celui-là, je ne pouvais le partager avec personne. Pas encore. Thierry a hoché la tête, absorbé par sa lecture. Je rentre tard ce soir. Réunion avec les distributeurs allemands. Ne m'attends pas pour dîner. Une réunion, ou un rendez-vous avec elle, la femme des messages. Mon amour, encore 2 mois et elle ne sera plus un problème. J'ai regardé Thierry par-dessus ma tasse de café, son visage concentré, ses lunettes de lecture sur le bout du nez, ses mains élégantes tenant le journal. Qui était cette femme? Depuis combien de temps durait cette liaison? Comment l'avait-il rencontrée? Où se voyait-il? Et surtout, l'aimait-il vraiment? Ou était-elle juste complice de son plan? Thierry? Il a levé les yeux du journal. Oui, chérie? Tu es heureux? Il a froncé les sourcils, surpris. Bien sûr. Pourquoi cette question? Comme ça, on ne se le dit plus beaucoup. Il a souri, un sourire doux, presque tendre. Je suis heureux, Soraya. Très heureux. Menteur, 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 menteur. Et toi? Tu es heureuse? La question m'a prise de court. Est-ce que j'étais heureuse? Il y a une semaine, j'aurais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, je ne savais même plus ce que signifiait ce mot. Oui, je suis heureuse. Un autre mensonge. Dans cette cuisine baignée de lumière matinale, nous étions 2 étrangers en train de mentir. Thierry est parti travailler à 8 heures, comme tous les matins. Costume bleu marine, cravate bordeaux, attaché-case en cuir. Il m'a embrassé sur le front. Bonne journée, chérie. Toi aussi. La porte s'est refermée. J'ai attendu. 10 secondes. 20. 30. Puis j'ai couru jusqu'à la fenêtre du salon. Je l'ai vu sortir de l'immeuble, marcher vers le métro, disparaître au coin de la rue. Alors seulement, j'ai respiré. J'avais la journée devant moi. La journée pour chercher, pour comprendre, pour trouver des preuves. Je suis retournée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit de Thierry. La petite clé était toujours là. Je l'ai prise. Elle était froide et lourde dans ma paume. Le bureau de Thierry était la seule pièce de l'appartement où je n'allais jamais. C'est mon espace de travail, chérie. J'ai besoin d'ordre. J'avais toujours respecté ça. Pendant 37 ans, je n'avais jamais fouillé, jamais questionné.
Jamais douté. Quelle idiote j'avais été. J'ai poussé la porte. Le bureau était impeccable. Bibliothèque en chêne, grand bureau en acajou, fauteuil en cuir, lampe de notaire en laiton. Tout était rangé avec une précision militaire. Des dossiers étiquetés, des stylos alignés, des livres classés par taille. Thierry avait toujours été méticuleux. Maintenant, je comprenais pourquoi. Les hommes qui planifient des meurtres ont besoin d'ordre. Le coffre-fort était encastré dans le mur, derrière un tableau représentant un port breton. J'ai décroché le tableau. Mes mains tremblaient. Le coffre était là, petit, gris, avec une serrure à clé. J'ai inséré la clé. Elle a tourné avec un déclic métallique. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur, des enveloppes, des papiers, un petit carnet en cuir noir. J'ai sorti le carnet. Je l'ai ouvert. Et mon sang s'est glacé. C'était un journal. L'écriture de Thierry. Serrée, précise, froide. Des dates, des notes, des observations. Sur moi. 18 mars. S a glissé dans la douche ce matin. Contusion à l'arcade. Pas assez grave. Recommencer avec une surface plus glissante. 23 mars. Incident du grille-pain. S a paniqué mais s'en est sorti. Revoir le câblage électrique. Augmenter l'intensité. 12 avril. Problème de frein résolu trop rapidement. S a utilisé le frein à main. Prévoir sabotage plus subtil la prochaine fois. J'ai laissé tomber le carnet. Mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le sol du bureau, le dos contre le mur. C'était écrit, noir sur blanc, de sa propre main. Thierry documentait ses tentatives de meurtre comme un scientifique documente ses expériences. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis la découverte dans la boutique informatique, j'ai pleuré. Des sanglots violents, incontrôlables, qui me déchiraient de la poitrine. Comment l'homme que j'avais aimé pendant 37 ans était-il devenu ça? Comment avais-je pu partager mon lit, mes repas, ma vie entière avec un monstre? J'ai repris le carnet. J'ai continué à lire, les larmes brouillant ma vue. 27 avril. Budget nécessaire pour les travaux après son départ. 15 000 €. Nouvelle salle de bain. Nouvelle cuisine. Effacer toute trace d'elle. 30 avril. Elle devient impatiente. Elle veut emménager rapidement. Lui est promis que ce serait réglé avant l'été. Elle, la femme des messages. Elle avait un nom maintenant, ou du moins une initiale. J'ai continué à feuilleter le carnet. Plus je lisais, plus mon cœur se transformait en pierre. 5 mai, S commence à me poser des questions. Tu as l'air distant. Il faut faire plus attention. Être plus affectueux. La rassurer. 12 mai, dîner au Relais Plaza prévu pour célébrer notre anniversaire. Maintenir les apparences. Crucial. Tout était calculé. Chaque geste, chaque mot, chaque baiser. Notre vie entière était devenue une pièce de théâtre. Et moi, j'étais l'actrice qui ne connaissait pas son rôle. J'ai remis le carnet dans le coffre. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose en moi s'était durci. La peur s'était transformée en autre chose. En colère, peut-être, ou en détermination. J'ai sorti les enveloppes du coffre. La première contenait des relevés bancaires. Un compte que je ne connaissais pas. Au nom de Thierry. Des virements réguliers. 500 €, 1000 €, 2000 €, depuis 2 ans. Vers un compte au nom de Laure Mercier. Elle. J'ai ouvert la deuxième enveloppe. Des photos. Thierry et une femme. Brune. La quarantaine. Élégante. Belle. Ils étaient dans un restaurant. Puis sur une plage. Puis dans un appartement que je ne reconnaissais pas. Ils souriaient. Ils s'embrassaient. Ils avaient l'air heureux. J'ai retourné une des photos. Au dos, une inscription. Nice, août 2023. Notre premier anniversaire. Notre premier anniversaire. Pendant que je croyais que Thierry était en déplacement professionnel à Lyon, il célébrait son premier anniversaire avec sa maîtresse à Nice. J'ai ri. Un rire amer, cassé, qui ressemblait à un sanglot. La troisième enveloppe contenait des documents juridiques. Des brouillons, un testament, rédigé par Thierry lui-même, non signé, non validé. Je sous-signais Thierry Dufour, lègue l'intégralité de mes biens à mon épouse Soraya Dufour. Sauf que moi, j'étais censé mourir avant lui. Alors tout lui reviendrait. L'appartement, les économies, les assurances-vie, tout. Et en dessous, un autre document, un projet de vente de notre appartement. À qui? À Laure Mercier, pour 1 € symbolique. Transaction entre époux séparés de biens. Il avait tout prévu. Ma mort,
son héritage, la vente à sa maîtresse, leur nouvelle vie ensemble, dans mon appartement, dans mon lit, avec mon argent. J'ai remis tous les documents dans le coffre, j'ai refermé la porte, j'ai tourné la clé. J'ai raccroché le tableau, j'ai quitté le bureau. Dans le couloir, je me suis arrêtée devant le miroir ancien que nous avions acheté aux puces. Je me suis regardée. Soraya Dufour, 61 ans. Mais ce n'était plus la même femme qui s'était regardée hier matin. Cette femme-là avait les yeux secs. Cette femme-là avait la mâchoire serrée. Cette femme-là avait compris quelque chose de fondamental. Si je voulais survivre, je devais devenir aussi froide que lui, aussi calculatrice, aussi patiente. Je devais jouer son jeu, mieux que lui. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Nadia. « Allô ? Nadia, c'est moi. Tu es libre pour déjeuner ? » « Bien sûr, ma chérie. Tout va bien ? » ?»« Oui. Enfin, non. Il faut qu'on parle. Viens. Je t'attends. » Nadia habitait un petit appartement dans le Marais, plein de livres, de plantes, de couleurs. Elle vivait seule depuis son divorce, 10 ans plus tôt. « Le meilleur choix de ma vie », disait-elle toujours. Quand je suis arrivée, elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. « Soraya, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis assise sur son canapé en velours rouge, et j'ai tout raconté. Le laptop, le technicien, les fichiers, le journal, les photos, les documents, tout. Nadia m'a écoutée sans m'interrompre. Son visage passait de la surprise à l'horreur, puis à la colère. Quand j'ai fini, elle s'est levée. Elle a fait les 100 pas dans son petit salon. Cet enfoiré. Cet enfoiré. Nadia, non, Soraya, c'est un criminel. Tu te rends compte ? Un criminel. Je sais. Il faut aller à la police. Maintenant. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas de preuves tangibles. Le laptop est toujours chez le réparateur. Le carnet et les documents sont dans son coffre. Si je vais à la police sans preuves solides, Thierry va tout nier. Et alors, il va accélérer ses plans. Exactement. Nadia s'est rassise. Elle m'a pris les mains. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas fuir. Tout ce que j'ai est dans cet appartement. Mes économies, ma vie. Ta vie vaut plus que de l'argent, Soraya. Je sais. Mais je ne vais pas lui laisser gagner. Je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Nadia a hoché la tête lentement. D'accord. Alors on va être intelligente. On va trouver un plan. Nous avons parlé pendant des heures. Nadia, avec son esprit juridique aiguisé, elle avait été avocate avant sa retraite, a commencé à élaborer une stratégie. Première chose, rassembler des preuves. Tu dois photographier tout ce qu'il y a dans ce coffre. Le carnet, les photos, les documents, tout. D'accord. Deuxième chose, ne jamais te retrouver seul avec lui dans des situations dangereuses. Pas de bain quand il est à la maison, pas de voiture, pas de cuisine électrique sans témoin. D'accord. Troisième chose, documenter tout. Chaque comportement étrange, chaque absence inexpliquée. Tout. D'accord. Et quatrième chose, Nadia m'a regardé droit dans les yeux. Tu dois être prête à le confronter. Mais seulement quand tu auras toutes les cartes en main. Pas avant. J'ai acquiescé. Je serai prête. Je suis rentrée chez moi en milieu d'après-midi. L'appartement était vide, silencieux, comme un mausolée. Je suis allée dans le bureau. J'ai rouvert le coffre. Avec mon téléphone, j'ai photographié chaque page du carnet, chaque photo, chaque document. Mes mains étaient stables. Mon cœur battait calmement. J'étais en mode survie. À 19h, Thierry a envoyé un message. Réunion prolongée. Rentre vers 23h. Ne m'attends pas. Bisous. Bisous. J'ai regardé ce mot sur l'écran et j'ai compris que je ne ressentais plus rien. La femme qui aimait cet homme était morte. À sa place, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un de plus dangereux. J'ai préparé un dîner léger. Une salade. Du fromage. Un verre de vin. J'ai mangé seul, à la table de la cuisine, en regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Et j'ai pensé à la suite, à ce que j'allais faire, à comment j'allais reprendre ma vie. Parce que Thierry avait fait une erreur, une seule, mais monumentale. Il avait cru que j'étais faible. Il avait cru que j'étais une victime. Il avait cru qu'il pouvait me tuer sans conséquence. Mais il se trompait. Et bientôt, très bientôt, il allait le découvrir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Seriez-vous parti immédiatement ? Ou auriez-vous affronté la situation ? Dites-le moi dans les commentaires. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange normalité.
Thierry partait travailler chaque matin. Je préparais le petit déjeuner. Nous échangions des banalités. Il m'embrassait sur le front avant de partir. « Bonne journée, chérie. Toi aussi. » Comme si rien n'avait changé. Sauf que tout avait changé. J'avais commencé à observer Thierry avec des yeux nouveaux. Chaque geste, chaque mot, chaque silence. Je notais tout dans un petit carnet que je cachais au fond de mon armoire, derrière mes pulls d'hiver. 28 mai. Thierry rentre à 23h15. Dit qu'il était avec les distributeurs allemands. Aucune odeur d'alcool, pas de fatigue dans la voix. Mention sur son costume. À 29 mai. Téléphone qui vibre pendant le dîner. Il s'excuse et va dans le bureau. Reste 15 minutes, revient souriant. 30 mai. Trouve un reçu de restaurant dans la poche de sa veste. Le Pré Catelan. 290 €. Date. 26 mai. Il m'avait dit qu'il travaillait tard ce soir-là. Chaque découverte était un coup de poignard. Mais je ne pleurais plus. La douleur s'était transformée en quelque chose de glacé, de précis. J'étais devenue une détective de ma propre vie. Un matin, pendant que Thierry était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Son mot de passe était facile. Notre date de mariage. Évidemment. Même pour tromper, même pour tuer, il manquait d'imagination. J'ai ouvert ses messages. Il y en avait des centaines, avec un contact enregistré sous le nom Laurent Bureau. Laurent. Un prénom masculin. Un nom banal. Mais je savais que c'était elle. Laure. J'ai fait défiler les messages, le cœur battant, consciente que Thierry pouvait sortir de la salle de bain à tout moment. Mon amour, j'ai hâte de te voir ce soir. Moi aussi, ma belle. 20h, comme d'habitude? Oui, j'ai acheté la lingerie que tu aimes. Tu me rends fou. J'ai continué à lire, plus bas, plus profond dans leur intimité. Encore combien de temps avant qu'on puisse vivre ensemble? Patience, mon cœur. Tout est en place. Avant l'été, je te l'ai promis. Je n'en peux plus de me cacher, de faire semblant. Moi non plus. Mais ça vaut la peine d'attendre. Imagine, l'appartement, les économies, la liberté, tout ça pour nous. Et elle ne se doute de rien. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai refermé le téléphone. Je l'ai reposé exactement où il était. J'ai quitté la chambre. Dans le couloir, j'ai dû m'appuyer contre le mur. Ma respiration était courte, saccadée. Elle ne se doute de rien, comme il se trompait. Pendant le petit déjeuner, j'ai observé Thierry boire son café, lire son journal, croquer dans sa tartine. Il avait l'air détendu, satisfait. Un homme sans tourment, un homme sans conscience. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui » m'a-t-il demandé sans lever les yeux de son journal. Course, coiffeur, rien d'extraordinaire. Parfait. Moi, je rentre tard. Encore cette fichue réunion avec les Allemands. Mensonge. Il allait voir Laure. Thierry? Comment s'appelle ton contact chez les distributeurs allemands? Il a levé les yeux, légèrement surpris. Pourquoi? Comme ça. Tu en parles tellement. J'aimerais mettre un nom sur un visage. Un silence. Imperceptible. Mais j'ai vu. Klaus Hoffmann. Et son assistant? Dieter quelque chose. Il ne savait pas. Parce qu'il n'y avait pas de Klaus, pas de Dieter, pas de distributeurs allemands. Il y avait juste Laure. D'accord, ai-je dit avec un sourire. J'étais curieuse. Thierry m'a regardé pendant 1 seconde de plus que nécessaire. Tu es étrange ces derniers jours. Mon cœur a fait un bond. Étrange comment? Je ne sais pas. Différente. Plus distante. J'ai ri. Un rire léger, artificiel. C'est toi qui es distant, mon chéri. Avec toutes ces réunions. Je me sens un peu seule, c'est tout. Il a posé sa main sur la mienne. Je sais. Encore quelques semaines, et ce sera fini. Promis. Oui, dans quelques semaines, ce serait fini. D'une manière ou d'une autre. Cet après-midi-là, pendant que Thierry était au travail, ou avec Laure, je suis allée voir Nadia. Elle m'a ouvert la porte, un verre de vin blanc à la main. Entre. J'ai fait des recherches. Sur la table basse de son salon, des documents, des impressions, des notes manuscrites. Nadia avait travaillé. Alors, a-t-elle dit en me tendant un verre de vin. Laure Mercier, 43 ans, célibataire. Travaille comme directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques. Vit dans le 11e arrondissement, rue Oberkampf. Loyer, 1 800 € par mois. Comment tu as trouvé tout ça? Nadia a souri. J'ai encore des contacts. Et Internet est une mine d'or quand on sait où chercher. Elle m'a tendu une photo imprimée. C'était elle, Laure, la femme des photos dans le coffre de Thierry. Brune,
belle, souriante. Elle a un profil LinkedIn, a continué Nadia. Pas de Facebook, mais un Instagram privé. J'ai demandé à ma nièce de le suivre avec un faux compte. Et des photos de restaurants chics, de voyages, de robes de créateurs. Une vie au-dessus de ses moyens, si tu veux mon avis. Financée par Thierry. Exactement. J'ai bu une gorgée de vin. Nadia, je veux la voir. Quoi? Je veux voir Laure. En vrai. Je veux savoir à quoi ressemble la femme pour qui mon mari est prêt à me tuer. Nadia m'a regardé longuement. Tu es sûre? Certaine. 3 jours plus tard, nous étions garés dans la rue Oberkampf, à quelques mètres de l'immeuble de Laure. Nadia avait emprunté la voiture de sa nièce, une petite Peugeot grise, discrète, anonyme. Nous attendions. Il était 18h45. Elle sort généralement vers 19h, avait dit Nadia, d'après ses stories Instagram. À 19h03, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Et elle est apparue. Laure, elle était encore plus belle en vrai. Grande, mince, des cheveux bruns qui tombaient en cascade sur ses épaules, un tailleur crème impeccable, des talons hauts, un sac Chanel au bras. Elle marchait avec confiance, avec élégance, comme quelqu'un qui savait qu'elle était désirée. C'est elle, ai-je murmuré. Nadia a hoché la tête. Nous l'avons suivie à distance. Elle a marché jusqu'à un café, le comptoir général. Elle est entrée. Nous avons attendu dehors, cachés derrière un arrêt de bus. 10 minutes plus tard, Thierry est arrivé. Mon mari, mon Thierry. Il portait le costume que je lui avais offert, celui qu'il disait être son préféré. Il est entré dans le café. À travers la vitrine, je les ai vus. Ils se sont embrassés, longuement, passionnément, comme des amoureux. J'ai détourné le regard. Nadia m'a pris la main. On peut partir. Non, je veux voir. Soraya, je veux voir. Nous sommes restés là, dans cette rue du 11e arrondissement, à observer ma vie s'effondrer à travers une vitrine de café. Thierry et Laure riaient. Ils se tenaient à la main. Ils commandaient du vin. Ils se regardaient comme si personne d'autre n'existait. Comme si je n'existais pas. À un moment, Laure a sorti son téléphone. Elle a montré quelque chose à Thierry. Il a souri. Il a hoché la tête. Elle a tapé sur l'écran. Puis, elle lui a montré à nouveau. Il a ri. Il l'a embrassé. Qu'est-ce qu'il regardait? Des plans de rénovation de mon appartement? Des destinations pour leur lune de miel? Des faire-part pour leurs noces? Regarde, a murmuré Nadia. Thierry avait sorti une petite boîte de sa poche. Une boîte noire, carrée. Il l'a ouverte. Même à distance, j'ai vu briller quelque chose. Une bague. Laure a porté ses mains à sa bouche. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a hoché la tête. Encore, encore. Thierry a passé la bague à son doigt. Ils se sont embrassés. Autour d'eux, les clients du café ont applaudi. Nadia m'a tiré par le bras. « Viens, on s'en va. » Mais je ne pouvais pas bouger. Je regardais mon mari demander en mariage sa maîtresse, pendant que j'étais encore en vie, pendant que j'étais encore sa femme. « Soraya, viens, s'il te plaît. » La voix de Nadia était urgente. J'ai cligné des yeux. J'ai reculé. Nous sommes retournés à la voiture. Dans l'habitacle, le silence était total. Nadia a démarré. Nous avons roulé sans destination précise. Paris défilait par la fenêtre. Lumière, façade, vie normale, vies heureuses. Et moi, au milieu de tout ça, avec un trou béant à la place du cœur. Il lui a offert une bague, ai-je murmuré. Je sais. Il va l'épouser. Pas si on l'en empêche. Comment? Nadia m'a regardé. En restant en vie, en le démasquant, en reprenant ce qui t'appartient. Elle avait raison. Thierry avait cru qu'il pouvait me tuer, prendre mon argent, épouser sa maîtresse et vivre heureux. Mais il avait sous-estimé une chose. Il avait sous-estimé ma volonté de survivre. Cette nuit-là, quand Thierry est rentré à minuit, souriant, détendu, sentant le parfum de Laure, je l'ai accueilli comme d'habitude. Bonne soirée? Longue, fatigante, mais productive. Bien. Il m'a embrassé sur la joue. Tu vas te coucher? Oui. Je suis épuisée. Moi aussi. Je te rejoins dans 5 minutes. Dans la chambre, allongée dans le noir, j'ai écouté Thierry se brosser les dents, se déshabiller, se glisser sous les draps. Il s'est tourné vers moi. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Il a posé sa main sur mon bras. Une main qui avait tenu celle de Laure quelques heures plus tôt. Une main qui avait passé une bague au doigt d'une autre femme. Une main qui planifiait ma mort. J'ai attendu qu'il s'endorme. Puis, j'ai pris mon téléphone sous l'oreiller. J'ai ouvert mes notes.
Et j'ai écrit « Plan de survie ». Étape 1, documenter. Étape 2, rassembler les preuves. Étape 3, trouver un avocat. Étape 4, protéger mes biens. Étape 5, confronter. J'ai relu ces lignes. 5 étapes. 5 étapes entre ma mort et ma renaissance. J'étais à l'étape 2. Il m'en restait 3. Et j'allais toutes les accomplir. Parce que Soraya Dufour n'allait pas mourir dans un accident domestique. Elle allait vivre et regarder Thierry payer pour ses choix. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir où mes mots vous trouvent, où mon histoire résonne. Les 2 semaines suivantes, je suis devenue quelqu'un d'autre. Le jour, j'étais Soraya la femme soumise, celle qui préparait les repas, qui souriait, qui demandait « Comment s'est passée ta journée ?» La nuit, j'étais Soraya la chasseuse, celle qui photographiait, qui documentait, qui construisait son dossier pièce par pièce. J'avais pris rendez-vous avec maître Bernard Leclerc, un avocat spécialisé en droit de la famille que Nadia m'avait recommandé. Son cabinet était situé dans le 8e arrondissement, une rue tranquille près de la place de l'Étoile. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Madame Dufour, asseyez-vous, je vous en prie. » C'était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, costume 3 pièces, lunettes demi-lune. Il inspirait confiance. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti une clé USB. Tout est là-dedans. Il a inséré la clé dans son ordinateur et pendant 20 minutes, il a lu, vu, compris les photos du carnet de Thierry, les captures d'écran des messages, les relevés bancaires, les documents du coffre, les photos de la filature, tout. Quand il a fini, il a retiré ses lunettes. Il s'est frotté les yeux. « Madame Dufour, je sais. Votre mari, je sais. » Un silence. « Vous rendez-vous compte que ce que vous me montrez là constitue une tentative de meurtre avec préméditation ? » « Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas allé directement à la police ? » J'ai pris une grande inspiration. « Parce que je n'ai pas de preuves matérielles officielles. Le laptop est retourné chez lui. Le carnet est dans son coffre. Les messages peuvent être effacés. Si j'accuse Thierry maintenant, il niera. Et s'il panique, il pourrait accélérer ses plans. » Exactement. Maître Leclerc a hoché la tête lentement. « Vous êtes très courageuse. Ou très imprudente. Je ne sais pas encore. Que puis-je faire juridiquement ?» L'avocat a réfléchi. Plusieurs choses. D'abord, protégez vos biens. Nous pouvons entamer une procédure de séparation de biens à l'amiable. Vous dites que vous êtes marié sous le régime de la communauté ? Oui. Donc la moitié de tout vous appartient déjà. Mais avec une séparation de biens, on fige la situation. Il ne pourra plus toucher à votre part. Thierry acceptera-t-il ? S'il croit que vous ne vous doutez de rien, peut-être, il faut présenter ça intelligemment. Pour raisons fiscales, par exemple. Ensuite, a continué l'avocat, nous devons constituer un dossier en béton. Je vais faire appel à un détective privé, un professionnel. Il va documenter les allées et venues de votre mari, ses rencontres avec Seth, Laure Mercier. Combien de temps ? 1 mois, peut-être 2, le temps de rassembler des preuves irréfutables. Ensuite, nous irons voir la police. Pas avant. Et en attendant, vous faites attention, très attention. Plus de situations à risque, plus de bains quand vous êtes seul, plus de voitures, plus rien qui puisse ressembler de près ou de loin à un accident. J'ai acquiescé. Et Thierry, vous jouez le jeu. Vous êtes la femme aimante, la femme qui ne se doute de rien. C'est votre meilleure protection. Je suis sortie du cabinet de maître Leclerc avec un sentiment étrange, un mélange de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Ce soir-là, Thierry est rentré de bonne humeur. « Chérie, j'ai une surprise pour toi. » « Une surprise ?» Il a sorti 2 billets de sa poche. Un week-end à Deauville, le Normandie, notre hôtel préféré, ce week-end. Qu'en dis-tu ? Mon sang s'est glacé. Un week-end, loin de Paris, loin de tout le monde. C'est très gentil, mais... Mais quoi ? On ne s'est pas échappé depuis des mois, ça nous fera du bien. La mer, les promenades, rien que nous deux. Rien que nous deux, dans un hôtel isolé, loin de tout témoin. Thierry, j'aimerais beaucoup, mais j'ai promis à Nadia de l'aider ce week-end. Elle déménage des cartons de sa cave. Un mensonge, mais crédible. Thierry a froncé les sourcils. Nadia peut trouver quelqu'un d'autre, non ? Elle compte sur moi. Je ne peux pas lui faire faux bond. Le visage de Thierry s'est durci. 1 seconde.
imperceptible, puis le sourire est revenu. D'accord, on ira une autre fois. Mais je l'avais vu, cette micro-expression, cette frustration, ce plan qui tombait à l'eau. Cette nuit-là, pendant que Thierry dormait, j'ai envoyé un message à Nadia. Si Thierry te demande, on a prévu de ranger ta cave ce week-end. S'il te plaît, confirme. La réponse est arrivée immédiatement. Compris. Tu vas bien? Oui. Il voulait m'emmener à Deauville, seul avec lui. Mon Dieu, tu as bien fait de refuser. Je sais. Les jours passaient. Le détective privé engagé par Maître Leclerc faisait son travail. Chaque semaine, je recevais un rapport. Photos de Thierry et Laure, date, heure, lieu. Le restaurant Le 5, l'appartement rue Oberkampf, un hôtel discret près de la gare de Lyon. Tout était documenté, horodaté, incontestable. Un matin, pendant le petit déjeuner, Thierry a posé une question anodine. « Au fait, chérie, tu ne trouves pas qu'on devrait passer en séparation de biens ?» Mon cœur a bondi. C'était exactement ce que Maître Leclerc avait suggéré. Mais venant de Thierry, pourquoi? Pour l'optimisation fiscale. J'en ai parlé avec notre comptable. On pourrait économiser pas mal d'impôts. Ah bon? Oui. Ce serait juste un changement de régime matrimonial. Rien de grave. Qu'en penses-tu? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu penses que c'est mieux pour nous, d'accord. Parfait. Je m'occupe de la paperasse. Il a souri. Satisfait. Mais moi, je comprenais. Il voulait protéger ses arrières. Si je mourais maintenant, avec une séparation de biens, il hériterait quand même de ma part. Mais juridiquement, ce serait plus propre, plus difficile à contester. J'ai appelé Maître Leclerc dès que Thierry est parti. Il me propose exactement ce que vous aviez suggéré. C'est bon signe. Il croit que vous ne savez rien. Acceptez, mais faites-moi lire tous les documents avant de signer quoi que ce soit. D'accord, Madame Dufour? Oui? Vous vous en sortez admirablement. Tenez bon, on y est presque. Mais presque, dans ma situation, c'était encore trop loin. Parce que chaque jour qui passait était un jour où Thierry pouvait agir. Un jour où je pouvais mourir. Un soir, alors que je préparais le dîner, Thierry est entré dans la cuisine. « Soraya? Oui? Tu sembles différente ces derniers temps. Mon estomac s'est contracté. Différente comment? Plus distante, froide même. J'ai posé mon couteau. Je me suis retournée vers lui. Froide? Thierry, tu rentres tous les soirs tard. Tu es constamment au téléphone. Tu es absent même quand tu es là. Et tu me reproches d'être distante. Il a cligné des yeux, surpris. Je travaille beaucoup, c'est tout. Alors peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'espace. Un silence, long, tendu. Puis Thierry s'est approché. Il m'a prise dans ses bras. Pardon, tu as raison. Je suis trop pris par le boulot, ça va changer, je te le promets. Il m'a embrassé sur le front. J'ai senti son cœur battre contre ma joue. Un cœur de menteur, un cœur d'assassin. Je t'aime, Soraya. Plus que tout. J'ai fermé les yeux. Moi aussi. Encore un mensonge, mais nécessaire, pour survivre. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. 1 mois et demi plus tôt, j'étais une femme heureuse. Aujourd'hui, j'étais une femme qui jouait sa vie chaque seconde, mais j'étais toujours vivante. Et tant que j'étais vivante, j'avais une chance. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Leclerc. « Madame Dufour, je pense que nous avons assez d'éléments. Le détective a fait un travail remarquable. Il est temps de passer à l'action. » Vous voulez dire? Oui, il est temps d'aller voir la police. Mon cœur s'est emballé. Quand? Demain, 10 heures, commissariat du 6e arrondissement. Je vous accompagne. Apportez toutes vos preuves. Les photos, les messages, le carnet, tout. D'accord. Madame Dufour? Oui? Après-demain, votre vie sera différente. Vous êtes prête? J'ai regardé par la fenêtre. Paris sous le soleil de juin. Belle, indifférente, éternelle. Oui, je suis prête. Parfois, on croit connaître quelqu'un. Et puis, un jour, on réalise qu'on a vécu avec un étranger. Avez-vous déjà ressenti cela? Partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, vos histoires donnent du courage à d'autres. Le matin du 15 juin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit absolue. Aujourd'hui, tout allait changer. Thierry dormait encore à côté de moi, paisible, inconscient de ce qui l'attendait. Je me suis levée sans faire de bruit. J'ai préparé mon sac, les photos, les documents, les captures d'écran, le rapport du détective. Tout était là, soigneusement organisé dans une pochette en cuir. Pendant le petit déjeuner, Thierry était de bonne humeur.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Déjeuner avec Nadia. Peut-être un peu de shopping. Profites-en. Tu le mérites. Il m'a embrassé sur le front avant de partir. Je t'aime. Moi aussi. Les derniers mensonges. À 9h45, j'ai retrouvé Maître Leclerc devant le commissariat du 6e arrondissement. Il portait un costume sombre, une mallette à la main. Son visage était grave, mais déterminé. « Vous êtes prête ?» J'ai hoché la tête. « Alors, allons-y. » Le commissariat sentait le café froid et le détergent. Des policiers allaient et venaient. Des voix, des téléphones qui sonnaient. Une vie administrative indifférente aux drames individuels. Nous avons été reçus par le capitaine Rousseau, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et au regard perçant. « Maître Leclerc, Madame Dufour, asseyez-vous. » Pendant 2 heures, j'ai raconté. Tout, depuis le début. Le laptop, le technicien, les fichiers, le carnet, les accidents, l'or, les messages, les preuves. Le capitaine Rousseau écoutait, prenait des notes, posait des questions précises. Ces accidents, Madame Dufour, vous avez consulté un médecin après chacun? Oui, j'ai tous les certificats médicaux. Et le grille-pain, vous l'avez conservé? Oui, il est chez moi. Bien, nous allons le faire analyser. Maître Leclerc a sorti les documents, un par un, méthodiquement. Les photos du carnet de Thierry, les relevés bancaires montrant les virements à Laure Mercier, les captures d'écran des messages, le rapport du détective avec photos datées et géolocalisées. Tout était là, une montagne de preuves. Le capitaine Rousseau a examiné chaque document avec attention. Quand elle a fini, elle a retiré ses lunettes. « Madame Dufour, ce que vous me présentez est extrêmement grave. Je sais, votre mari planifiait votre assassinat, de manière méthodique, calculée. J'ai senti mes mains trembler. Oui, nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Votre mari sera interpellé aujourd'hui même. » Mon cœur a fait un bond. Aujourd'hui? Oui. Plus nous attendons, plus vous êtes en danger. Nous allons également placer Laure Mercier en garde à vue. Si elle était au courant des plans de votre mari, elle est complice. Madame Dufour, a continué le capitaine, vous allez devoir quitter votre domicile, immédiatement. Pour votre sécurité. Avez-vous un endroit où aller? Chez mon amie Nadia. Parfait. Vous y allez maintenant. Vous prenez vos affaires essentielles. Vous ne revenez pas avant que nous vous le disions. Compris? Compris. Quand je suis sortie du commissariat, mes jambes tremblaient. Maître Leclerc m'a raccompagné jusqu'à un taxi. Courage, Madame Dufour. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est la justice qui prend le relais. Merci. Pour tout. C'est mon métier. Mais vous êtes une femme extraordinaire. Peu de personnes auraient eu votre force. Je suis rentrée à l'appartement. Il était vide, silencieux. Pour la dernière fois, j'ai regardé ces pièces où j'avais vécu 37 ans. Le salon avec son canapé vert, la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, la chambre où j'avais dormi à côté d'un homme qui voulait ma mort. Tout semblait irréel maintenant. J'ai rempli une valise, vêtements, documents, photos de mes fils. J'ai pris l'alliance à mon doigt. Je l'ai regardée longuement. Puis je l'ai posée sur la commode de la chambre. À côté, j'ai laissé un mot. C'est fini. Je suis partie sans me retourner. Chez Nadia, j'ai attendu. Les heures ont passé lentement. À 16h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Dufour? Capitaine Rousseau. Votre mari a été interpellé à son bureau il y a 1 heure. Il est en garde à vue. Laure Mercier également. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Et maintenant? Maintenant, nous l'interrogeons. Il nie tout, évidemment. Mais les preuves sont accablantes. Madame Dufour, il y a autre chose. Nous avons perquisitionné votre appartement et le domicile de Laure Mercier. Nous avons trouvé des éléments troublants. Quels éléments? Dans l'appartement de Laure, nous avons découvert des catalogues de mobilier, des plans de rénovation de votre appartement, des échantillons de peinture. Elle avait déjà prévu de s'installer chez vous. J'ai fermé les yeux. Et dans le bureau de votre mari, nous avons trouvé un autre carnet, plus récent, avec un nouveau plan, daté du 20 juin. Le 20 juin? C'est dans 5 jours. Oui, un voyage en Normandie, une promenade sur les falaises d'Étretat, un accident, une chute. Le week-end à Deauville, celui qu'il avait proposé, celui que j'avais refusé. Madame Dufour, vous avez eu raison de venir nous voir quand vous l'avez fait. Si vous aviez attendu 1 semaine de plus... Elle n'a pas fini sa phrase.
Elle n'en avait pas besoin. Le soir, Nadia m'a préparé une tisane. C'est fini, Soraya. Tu es sauvée, je sais. Mais je ne ressentais rien. Ni joie, ni soulagement, ni tristesse. Juste un vide immense. 2 jours plus tard, Maître Leclerc m'a appelé. Thierry a avoué. Partiellement. Il reconnaît la liaison avec Laure Mercier. Il reconnaît avoir manipulé les accidents. Mais il prétend que c'était pour vous faire peur, pas pour vous tuer. Personne ne le croira. Non. Les preuves sont trop claires. Le procureur requiert une mise en examen pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Il restera en détention préventive. Et Laure, elle nie avoir été au courant des plans de meurtre. Elle dit qu'elle croyait que vous étiez séparés, qu'elle ne savait rien. C'est faux. Les messages prouvent le contraire. Je sais. Le procureur aussi. Elle sera inculpée comme complice. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'autorisation de retourner à l'appartement. Nadia m'a accompagnée. Quand j'ai ouvert la porte, tout était exactement comme je l'avais laissé. Sauf que maintenant, c'était juste un appartement. Plus un foyer. J'ai commencé à ranger les affaires de Thierry. Ses costumes, ses livres, ses mensonges. Dans son bureau, j'ai trouvé une dernière chose. Une lettre, non envoyée, datée du 10 juin, adressée à Laure. Ma belle, encore quelques jours et nous serons libres. J'ai tout planifié. Le 20 juin, nous partons pour la Normandie. Je lui ai dit que c'était une surprise romantique. Elle ne se doutera de rien. Les falaises d'Étretat sont magnifiques en cette saison. Et dangereuses. Un faux pas. Un accident tragique. Personne ne posera de questions. Ensuite, nous pourrons enfin vivre notre vie. L'appartement, l'argent, tout sera à nous. Je t'aime. Bientôt, plus rien ne nous séparera. Thierry. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée avec les autres preuves. Et j'ai compris que je ne connaissais pas l'homme que j'avais épousé. Peut-être ne l'avais-je jamais connu. Les semaines sont devenues des mois. Le procès a eu lieu en novembre. J'ai témoigné. Calmement, factuellement. J'ai raconté les accidents, les découvertes, la peur, la survie. Thierry m'a regardé pendant tout mon témoignage. Ses yeux étaient vides, comme s'il ne me reconnaissait plus, ou peut-être comme si c'était moi qui ne le reconnaissais plus. Le verdict est tombé un mardi de décembre. Thierry Dufour, 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Laure Mercier, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour complicité. Quand j'ai entendu la sentence, je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni vengeance. Juste la certitude que justice avait été faite, que le karma avait suivi son cours naturel. 1 an plus tard, j'ai vendu l'appartement. Trop de souvenirs, trop de mensonges, trop de douleurs. J'ai acheté un petit 2 pièces dans le 5e arrondissement. Lumineux, simple, à moi. Mes fils sont venus me rendre visite. Ils ont pleuré. Ils ont dit qu'ils étaient désolés, qu'ils ne savaient pas. Je les ai serrés dans mes bras. Ce n'est pas votre faute. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Ni d'avoir aimé Thierry pendant 37 ans, ni d'avoir cru en lui, ni d'avoir survécu. Parce que survivre, c'était mon plus grand acte de résistance. Survivre, c'était refuser de devenir la victime qu'il voulait que je sois. Survivre, c'était reprendre ma vie. Et la vie, cette vie que Thierry voulait m'enlever, je l'ai reprise, pleinement, dignement, librement. Parfois, la justice prend du temps, mais elle finit toujours par arriver. Avez-vous déjà vécu une situation où la patience et la dignité ont été récompensées? Racontez-moi. Vos histoires donnent de l'espoir. 2 ans après le procès, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était blanche, l'écriture soignée, pas d'expéditeur. Mais je savais. Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture de Thierry. J'ai hésité longuement avant de l'ouvrir. Nadia était avec moi ce jour-là, dans mon petit appartement du 5e. Tu n'es pas obligé de la lire, m'a-t-elle dit. Je sais. Mais j'avais besoin de savoir, besoin de comprendre peut-être ce qui se passait dans la tête d'un homme qui avait voulu me tuer. J'ai ouvert l'enveloppe. Soraya, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu devrais. Cela fait 2 ans que je suis enfermée. 2 ans à réfléchir, à comprendre, à regretter. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches la vérité. Toute la vérité. J'ai continué à lire, le cœur serré. Tout a commencé il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Laure lors d'un séminaire professionnel à Lyon. Elle était belle, jeune,
Elle me regardait comme si j'étais important, comme si j'existais encore. Tu sais, Soraya, je me sentais vieux, invisible. À 63 ans, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ma vie, que le meilleur était derrière moi. Et puis l'or est arrivé. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vivant. Au début, ce n'était qu'une aventure, quelque chose de passager. Je me disais que ça passerait, mais ça n'est pas passé. Laure voulait plus. Elle voulait une vie avec moi, un appartement, un avenir. Et moi, j'ai été lâche. Au lieu de te dire la vérité, au lieu de te demander le divorce, au lieu d'assumer mes choix, j'ai choisi la solution la plus horrible, la plus impardonnable. Je me suis dit que si tu mourais dans un accident, personne ne souffrirait vraiment. Nos fils étaient repartis. Tu n'avais plus besoin de moi. Et moi, je pourrais recommencer. Avec l'or, avec ton argent, avec ta vie. Je me suis convaincue que c'était la meilleure solution. Pour tout le monde. J'ai dû m'arrêter de lire. Mes mains tremblaient. Pour tout le monde. Comme si ma mort avait été un service rendu. Aujourd'hui, en prison, je comprends l'énormité de ce que j'ai fait. Je t'ai trahi. Je t'ai manipulé. J'ai essayé de te tuer. La femme qui m'avait donné 2 fils. La femme qui avait construit une vie avec moi pendant 37 ans. Et pourquoi? Pour une illusion. Pour un fantasme. Pour une femme qui, au final, ne m'aimait pas vraiment. Laure ne vient plus me voir. Elle a arrêté après 6 mois. Elle a refait sa vie. Elle a un nouveau compagnon. Elle a oublié. Mais moi, je n'oublie pas. Chaque nuit, je revois ton visage, celui du jour du procès. Calme, digne, fort. Tu étais plus forte que moi. Tu l'as toujours été. Et je t'ai sous-estimé. Je ne te demande rien, Soraya. Je n'ai rien à demander. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Profondément, sincèrement. Je sais que ces mots ne changent rien, qu'ils n'effacent rien, mais ils sont vrais. Je suis désolée. Thierry. J'ai replié la lettre. Nadia me regardait, inquiète. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il regrette. Et toi? Tu le crois? J'ai réfléchi longuement. Je crois qu'il regrette d'avoir été pris. Qu'il regrette d'être en prison. Qu'il regrette que Laure l'ait abandonné. Mais est-ce qu'il regrette vraiment d'avoir voulu me tuer? Je ne sais pas. Et au fond, ça n'a plus d'importance. J'ai déchiré la lettre, lentement, méthodiquement, et j'ai jeté les morceaux à la poubelle. C'est fini, ai-je dit. Vraiment fini. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon fils aîné, Thomas. « Maman, papa veut te voir. » Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Il dit qu'il est malade, qu'il veut te parler. Une dernière fois. Malade comment? Un cancer, stade avancé, il lui reste quelques mois. Le karma, la vie qui rend ce qu'on lui donne. Thierry avait voulu me tuer. Maintenant, c'était son propre corps qui le trahissait. « Maman, tu iras le voir ?» J'ai regardé par la fenêtre. Paris sous la pluie. Gris, mélancolique, indifférent. « Je ne sais pas, Thomas. Je comprends. Mais il est quand même ton père, notre père. Non, il n'est plus rien pour moi. Il a fait son choix. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Thierry, dans sa cellule, malade, seul. Je pensais à l'homme qu'il avait été, ou que j'avais cru qu'il était. Je pensais à 37 ans de mariage, de souvenirs, de moments partagés. Tout n'avait pas été faux. Les premiers rendez-vous, les rires, la naissance de nos fils, les vacances en Bretagne, les dimanches au marché. Tout n'avait pas été un mensonge. Ou peut-être que si. Peut-être que je ne saurais jamais ce qui était vrai et ce qui était faux. Une semaine plus tard, j'ai pris une décision. J'irai voir Thierry. Pas pour lui, pas pour lui pardonner, mais pour moi, pour fermer le chapitre, définitivement. La prison était dans les Yvelines. Un long trajet en train, des champs, des villages, une France ordinaire qui ne savait rien de mon drame. Maître Leclerc m'avait accompagné. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?»« Non, mais je dois le faire. » La salle de visite était impersonnelle, tables en plastique, chaises inconfortables, néon blanc. Thierry est entré, accompagné d'un gardien. J'ai eu un choc. Ce n'était plus l'homme que j'avais connu. Il avait vieilli de 20 ans en 3 ans. Cheveux blancs, visage creusé, épaules voûtées, regard éteint. La prison et la maladie l'avaient détruit. Il s'est assis en face de moi. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés sans parler. Puis, il a murmuré. « Merci d'être venu. »« Je ne suis pas venu pour toi. »« Je sais. » Un silence. « Comment tu vas ?» a-t-il demandé. J'ai failli rire. Comment j'allais? Après qu'il ait essayé de me tuer?
Après qu'il ait détruit 37 ans de ma vie? Je vais bien, ai-je dit calmement. J'ai un nouvel appartement, une nouvelle vie, des amis, de la paix. Quelque chose est passé dans ses yeux. De la douleur, peut-être, ou du regret. Je suis content pour toi. Vraiment? Oui, vraiment? Pourquoi tu as demandé à me voir, Thierry? Il a baissé les yeux. Parce que je vais mourir, et que je ne veux pas mourir avec ça sur la conscience. Avec quoi? Avec le poids de ce que je t'ai fait. J'ai regardé cet homme, cet étranger qui portait le visage de mon mari. Tu veux mon pardon? Non, je n'ai pas le droit de te le demander. Alors quoi? Juste que tu saches que je regrette. Que si je pouvais revenir en arrière, mais tu ne peux pas. Je sais, les larmes ont coulé sur ses joues. Des larmes de vieillard, de malade, d'homme brisé. J'ai tout perdu, Soraya. L'or m'a quitté. Mes fils me parlent à peine. Ma santé, ma dignité, tout. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. J'aurais dû me réjouir de sa chute. Mais je ne ressentais rien, juste du vide. La vie t'a rendu ce que tu lui as donné, ai-je dit doucement. Tu as voulu ma mort. Maintenant, c'est toi qui meurs. Je sais. C'est ça, le karma, Thierry. Ce n'est pas une punition divine. C'est juste la conséquence naturelle de nos choix. Il a hoché la tête. Tu as raison. Un long silence. Puis il a murmuré « Est-ce qu'un jour tu pourras te pardonner ?» Il n'a pas répondu, mais ses yeux disaient oui. J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai dit « Je ne sais pas, Thierry. Peut-être, un jour, quand la douleur sera moins vive, quand je pourrai penser à nos 37 ans sans me sentir trahi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je comprends. » Il s'est levé, difficilement, comme un vieil homme. Adieu, Soraya. Adieu, Thierry. Je l'ai regardé partir, escorté par le gardien. Ses épaules courbées, sa démarche lente. Un homme détruit par ses propres choix. Dans le train du retour, Maître Leclerc m'a demandé « Comment vous sentez-vous » Triste. Pas pour lui. Pour ce qui aurait pu être. Vous avez été très digne. La dignité, c'est tout ce qui me reste. Thierry est mort 3 mois plus tard, un mardi de novembre, dans l'infirmerie de la prison. Seul. Thomas m'a appelé pour me l'annoncer. « Maman, papa est mort. » « Je sais, mon chéri. Tu vas venir à l'enterrement ?»« Non. »« Mais maman, Thomas, j'ai fait mon deuil de ton père il y a 3 ans, quand j'ai découvert qui il était vraiment. Je n'ai plus rien à lui dire, plus rien à lui donner, pas même mes larmes. » J'ai raccroché, et je suis allé à la fenêtre. Paris scintillait dans la nuit, vivant, éternel, indifférent. Thierry était mort, et moi, j'étais vivante, libre. Enfin, quand quelqu'un vous trahit profondément, le pardon est-il possible? Ou est-ce que simplement avancer, vivre, respirer est déjà une victoire suffisante? Dites-moi ce que vous en pensez. 6 mois après la mort de Thierry, j'ai recommencé à respirer. Vraiment respirer. Comme si, pendant toutes ces années, j'avais retenu mon souffle sans m'en rendre compte. Mon appartement du 5e arrondissement était devenu mon sanctuaire. Petit, lumineux, à moi. Chaque meuble, chaque objet, chaque couleur était un choix que j'avais fait seul. Pour la première fois de ma vie, je vivais exactement comme je le voulais. J'avais 64 ans maintenant, l'âge où beaucoup de femmes se sentent invisibles, oubliées, inutiles. Mais moi, je me sentais renaître. Un matin de printemps, Nadia est venue prendre le café chez moi. Elle m'a regardé avec un sourire étrange. « Quoi ?» ai-je demandé. « Tu rayonnes. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sérieuse. Il y a quelque chose de différent chez toi, dans tes yeux, dans ta voix. » J'ai réfléchi. Elle avait raison. Quelque chose avait changé. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre de Thierry, dans l'attente de ses retours, dans la peur de le décevoir. Maintenant, je vivais pour moi. Et c'était libérateur. « Tu sais ce que tu devrais faire ?» a dit Nadia. « Quoi ? Écrire ton histoire. » J'ai failli recracher mon café. Mon histoire? Oui, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé. D'autres femmes ont besoin de l'entendre. Je ne suis pas écrivaine. Tu n'as pas besoin de l'être. Tu dois juste raconter, avec tes mots, ta vérité. L'idée m'a hantée pendant des semaines. Écrire mon histoire, raconter la trahison, la découverte, la survie. Non pas pour me venger, non pas pour humilier Thierry, mais pour aider, pour dire à d'autres femmes « Vous n'êtes pas seules, vous pouvez survivre, vous pouvez vous reconstruire. »
J'ai commencé à écrire un soir de mai, assise à ma petite table près de la fenêtre, avec une vue sur les toits de Paris. Je m'appelle Soraya Dufour, j'ai 64 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Les mots sont venus facilement, comme s'ils attendaient depuis des années d'être libérés. J'ai écrit pendant des mois, chaque soir, après le dîner, avant de dormir. Les mots coulaient, la douleur se transformait en encre, la survie devenait récit. En septembre, j'ai terminé. 150 pages. Mon histoire, ma vérité, ma renaissance. Nadia a été la première à lire. Quand elle a fini, elle pleurait. Soraya, c'est magnifique. C'est douloureux et magnifique. Tu dois le publier. Je ne sais pas. Si, d'autres femmes ont besoin de lire ça. J'ai envoyé mon manuscrit à quelques maisons d'édition, sans trop d'espoir. Qui voudrait lire l'histoire d'une femme ordinaire de 64 ans? 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel. Madame Dufour, ici Claire Moreau, des éditions du Seuil. Nous avons lu votre manuscrit. Mon cœur battait fort. Et nous voulons le publier. Votre histoire est puissante, nécessaire. Nous pensons qu'elle touchera beaucoup de lectrices. Mon livre est sorti en mars de l'année suivante. La femme qui refusa de mourir. Un titre simple, direct, vrai. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Le livre a touché quelque chose de profond chez les lectrices. Des milliers de femmes m'ont écrit. Madame Dufour, votre histoire m'a sauvée. Mon mari devenait de plus en plus violent. Je pensais que c'était normal, que c'était ma faute. Votre livre m'a ouvert les yeux. J'ai quitté mon mari. Merci. J'ai 68 ans. Mariée depuis 40 ans. Mon mari me trompe depuis des années. Je pensais qu'il était trop tard pour partir. Votre livre m'a donné le courage. J'ai demandé le divorce. Je recommence ma vie. Merci. Mon mari contrôlait tout. Mon argent, mes sorties, mes amis. Je me sentais prisonnière. Votre histoire m'a montré que je pouvais reprendre ma liberté. Merci. Chaque lettre me bouleversait, parce que je réalisais que mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était celle de milliers de femmes, silencieuses, invisibles, survivantes. Les médias ont commencé à s'intéresser à mon livre. Des interviews, des émissions, des conférences. Au début, j'avais peur. Peur d'être jugée, peur d'être critiquée, peur de revivre la douleur. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Chaque fois que je racontais mon histoire, je me sentais plus légère, comme si les mots me libéraient un peu plus à chaque fois. Lors d'une conférence à Lyon, une femme s'est levée pendant la séance de questions. Elle avait la cinquantaine, les yeux rougis. « Madame Dufour, comment avez-vous fait pour ne pas haïr tous les hommes ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Parce que Thierry n'était pas tous les hommes. Il était un homme qui a fait des choix terribles. Mais mes fils sont des hommes bons, généreux, aimants. Je ne peux pas haïr tous les hommes à cause d'un seul. Mais comment faites-vous confiance à nouveau? Je ne sais pas si je fais confiance de la même manière qu'avant. J'ai appris à écouter mon instinct, à ne pas ignorer les signaux d'alarme, à me respecter assez pour partir si quelque chose ne va pas. Et l'amour? Vous croyez encore en l'amour? J'ai souri. Oui, mais différemment. Je ne cherche plus quelqu'un pour compléter ma vie. Je cherche quelqu'un pour partager ma vie. Nuance importante. La salle a applaudi. Après la conférence, des dizaines de femmes sont venues me parler. Certaines pleuraient, d'autres souriaient. Toutes avaient une histoire. Mon mari me trompait depuis 10 ans. Mon compagnon me frappait. Mon ex-mari a vidé nos comptes bancaires. Mon fiancé m'a quitté 2 jours avant le mariage. Chaque histoire était différente, mais toutes avaient le même dénominateur commun. La trahison, la douleur, la reconstruction. Et je réalisais que mon histoire, aussi terrible soit-elle, avait du sens maintenant. Elle servait à quelque chose. Elle aidait. Elle libérait. 1 an après la publication, j'ai reçu une lettre particulière. Elle venait de Laure Mercier. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu son nom. Madame Dufour, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je comprendrais que vous la déchiriez sans l'ouvrir. Mais j'avais besoin de vous écrire. J'ai lu votre livre, chaque page, chaque mot, et j'ai pleuré. Je voudrais vous dire que je ne savais pas, que j'ignorais ce que Thierry planifiait. Mais ce serait un mensonge, je savais. Pas tous les détails, pas les plans précis. Mais je savais qu'il voulait vous faire disparaître. Et je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que j'étais lâche, parce que je voulais cette vie, cet appartement, cet argent, cet homme. Je me suis convaincue que vous étiez un obstacle, que vous ne souffririez pas vraiment, que c'était pour le mieux. Aujourd'hui,
Je sais combien j'avais tort. La prison m'a fait réfléchir, m'a fait grandir, m'a montré qui j'étais vraiment. Une femme égoïste, superficielle, complice d'un crime horrible. Je ne cherche pas votre pardon. Je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que je regrette, profondément. Vous êtes une femme extraordinaire, Madame Dufour, forte, digne, courageuse, tout ce que je ne suis pas. Merci d'avoir raconté votre histoire. Elle m'a ouvert les yeux sur moi-même. Laure, j'ai relu la lettre plusieurs fois. Nadia était avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu ne vas pas répondre? Non. Elle a sa conscience. Moi, j'ai ma paix. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, avec toutes les autres preuves de cette période sombre de ma vie. Des archives, des souvenirs, des fantômes. Mais je ne vivais plus dans le passé. Je vivais maintenant, aujourd'hui. Chaque matin, je me réveillais avec gratitude. Gratitude d'être vivante. Gratitude d'être libre. Gratitude d'avoir survécu. Mes fils venaient me rendre visite régulièrement. Thomas et Alexandre. Ils avaient eu du mal à accepter ce que leur père avait fait. La honte, la colère, la confusion. « Comment tu as fait, maman ?» m'avait demandé Alexandre un jour. « Pourquoi ? Pour ne pas devenir amère, pour ne pas te refermer, pour continuer à vivre. » J'avais posé ma main sur la sienne. Parce que devenir amère, c'était laisser Thierry gagner. C'était lui donner encore plus de pouvoir sur ma vie. Je refuse de porter sa toxicité. Je choisis la légèreté, la joie, la vie. Tu es incroyable. Non, je suis juste une survivante. Aujourd'hui, à 66 ans, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée. J'écris, je donne des conférences, je rencontre des femmes extraordinaires, j'ai des amis, des projets, des rêves. Parfois, je pense à Thierry. Pas avec colère, pas avec haine, juste avec une tristesse lointaine. La tristesse de ce qui aurait pu être. Si seulement il avait fait des choix différents. Mais il a fait ses choix, et ses choix l'ont détruit, pendant que les miens m'ont libéré. Le karma n'est pas une punition divine, c'est simplement la loi naturelle de cause à effet. On récolte ce qu'on sème. Thierry a semé la trahison, la manipulation, la mort. Il a récolté la solitude, la maladie, l'abandon. Moi, j'ai semé la dignité, la patience, le courage, et je récolte la paix, la liberté, la renaissance. La vie nous confronte parfois à des épreuves terribles, mais chaque épreuve nous donne le choix, devenir amer ou devenir plus fort. Quel choix avez-vous fait face à vos propres épreuves? 3 ans après la mort de Thierry, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Thomas, mon fils aîné. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose. » Sa voix était tendue. « Qu'est-ce qui se passe? » C'est à propos de Laure Mercier. Mon cœur a fait un bond. « Quoi, Laure? » Elle est morte. Un silence. Long. Lourd. Comment? Un accident de voiture. Il y a 2 jours. Sur l'autoroute A6. Sa voiture a percuté un camion. J'ai dû m'asseoir. Elle avait 48 ans, a continué Thomas. Elle sortait de prison depuis 1 an. Elle avait recommencé à travailler, et puis, cet accident. Je ne savais pas quoi ressentir. De la tristesse, du soulagement, de la satisfaction? Non, juste du vide. Maman, tu es là? Oui, je suis là. Je voulais que tu le saches, au cas où tu l'apprendrais par les médias. Merci, mon chéri. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, regardant par la fenêtre. Laure était morte, dans un accident de voiture, exactement comme elle et Thierry avaient planifié pour moi. Le karma, la roue qui tourne. Ce qu'on envoie dans l'univers nous revient toujours, pas immédiatement, pas de manière évidente, mais toujours. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune vengeance satisfaite, juste une certaine symétrie, une justice naturelle que ni moi ni personne n'avait orchestrée. La vie s'était occupée de Laure, comme elle s'était occupée de Thierry. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une autre nouvelle, cette fois par un article dans Le Parisien. Affaire Dufour, nouvelle révélation sur la complice. J'ai lu l'article avec une étrange fascination. Après sa sortie de prison, Laure avait essayé de recommencer sa vie, mais rien n'avait fonctionné. Elle avait perdu son emploi dans le marketing. Aucune entreprise ne voulait d'une femme condamnée pour complicité de tentative de meurtre. Elle avait dû accepter des petits boulots. Vendeuse, serveuse, rien de stable. Ses amis l'avaient abandonnée. Sa famille l'avait reniée. Elle vivait seule dans un studio minuscule à Montreuil, endettée.
isolée, brisée. L'article citait une ancienne collègue. Laure n'était plus la même personne. Elle avait vieilli de 20 ans. Elle parlait peu. Elle semblait hantée, comme si elle portait un poids invisible. Le poids de la culpabilité, le poids de ses choix, le poids du karma. J'ai refermé le journal. Laure avait voulu ma vie, mon appartement, mon argent, mon statut. À la fin, elle n'avait rien eu, ni Thierry, ni l'argent, ni le bonheur, juste la solitude, la honte, et finalement, la mort. Nadia est passée me voir cet après-midi-là. Je lui ai raconté. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « Tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour ?»« Quoi ? Que le karma n'est pas une punition divine, que c'est juste la conséquence naturelle de nos choix. » Oui, eh bien tu avais raison. Laure et Thierry ont fait des choix horribles, et la vie leur a rendu exactement ce qu'ils ont semé. « Tu sais ce qui est étrange ?» ai-je dit. « Quoi ? Je ne ressens aucune satisfaction. Je pensais que quand justice serait faite, je me sentirais libérée, victorieuse. Mais je ne ressens rien de tout ça. Parce que tu as déjà tourné la page. Leur karma ne te concerne plus. » Elle avait raison. Pendant des années, j'avais cru que je voulais voir Thierry et Laure payer pour ce qu'ils m'avaient fait. Mais maintenant que c'était arrivé, je réalisais que leur punition ne m'apportait rien. Parce que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Ma liberté, ma paix, ma vie. Les semaines suivantes, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de justice, de karma, de ce que signifie vraiment payer pour ses fautes. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Le vrai karma n'est pas une punition externe. C'est une punition interne. Thierry avait passé ses dernières années en prison, malade, abandonné, hanté par ce qu'il avait fait. Sa punition n'était pas la prison. C'était le poids de sa conscience, l'impossibilité de se regarder dans le miroir, l'impossibilité de trouver la paix. Laure avait vécu dans la honte, dans le rejet, dans la solitude. Sa punition n'était pas sa condamnation. C'était l'effondrement de la vie qu'elle avait voulu voler, la réalisation que tout ce qu'elle avait fait n'avait servi à rien. Et moi j'avais vécu dans la peur, dans la trahison, dans la douleur, mais j'avais choisi de transformer cette douleur en force, en sagesse, en liberté. Un soir, lors d'une conférence à Bordeaux, une femme m'a posé une question. « Madame Dufour, pensez-vous que votre mari et sa maîtresse ont eu ce qu'ils méritaient ?» J'ai regardé cette femme, puis les centaines d'autres dans la salle. Je pense qu'ils ont eu les conséquences naturelles de leur choix. Ce n'est pas moi qui les ai jugés. Ce n'est pas moi qui les ai punis. C'est la vie. Mais ne pensez-vous pas qu'ils méritaient pire ? Pire que quoi ? Thierry est mort seul, malade, abandonné par celle pour qui il avait tout risqué. Laure a perdu tout ce qu'elle avait construit, puis sa vie. Que pourrait-il y avoir de pire que de perdre absolument tout ce qu'on pensait gagner ? La salle était silencieuse. Le karma, ai-je continué, n'est pas une vengeance, c'est un miroir. Il nous renvoie exactement ce que nous donnons. Thierry a donné la trahison, la manipulation, la mort. Il a reçu la trahison, la solitude, la mort. Laure a donné la complicité, la cupidité, le mépris. Elle a reçu l'isolement, la pauvreté, le mépris. Et vous, qu'avez-vous donné ? J'ai souri. La dignité, le courage, la persévérance. Et qu'avez-vous reçu ? La liberté, la paix, une nouvelle vie. Les applaudissements ont rempli la salle. Mais ce n'était pas pour me féliciter. C'était parce que chaque femme dans cette salle comprenait que la vraie victoire n'est pas de voir nos ennemis tomber. C'est de nous relever nous-mêmes. Plus tard, ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pensé à Thierry. Pour la première fois depuis longtemps, sans colère, sans douleur, juste avec une sorte de compassion lointaine. Il avait été un homme faible, un homme qui avait choisi la facilité plutôt que l'honnêteté, la lâcheté plutôt que le courage, le mensonge plutôt que la vérité. Et ses choix l'avaient détruit. Pas moi, pas la justice, pas Dieu, ses propres choix. J'ai pensé aussi à Laure, une femme qui avait cru que le bonheur pouvait se construire sur la destruction d'une autre, qui avait pensé que voler la vie de quelqu'un lui apporterait la sienne. Mais on ne peut pas construire le bonheur sur les ruines du malheur d'autrui. C'est une loi universelle, simple, implacable, vraie. Le lendemain matin, j'ai reçu un message sur mon téléphone, de la part d'une lectrice. « Madame Dufour, votre livre m'a sauvée. Mon mari me trompait depuis des années. Je l'ai découvert il y a 6 mois. J'ai voulu me venger.
détruire sa maîtresse, ruiner sa réputation. Mais votre livre m'a fait comprendre quelque chose. La meilleure vengeance, c'est de vivre bien, de vivre libre. Alors c'est ce que je fais. Merci. J'ai relu ce message plusieurs fois. Et j'ai su que c'était pour ça que j'avais survécu. Pour ça que j'avais écrit mon livre. Pour ça que je racontais mon histoire. Pas pour me venger de Thierry, pas pour humilier Laure, mais pour montrer à d'autres femmes qu'il existe un autre chemin. Le chemin de la dignité. Le chemin de la reconstruction. Le chemin de la vie. Ce soir-là, de retour à Paris, je me suis promenée le long de la Seine. La ville scintillait sous les lumières. Les bateaux-mouches glissaient sur l'eau. Des couples marchaient, main dans la main. La vie. Simple, belle, précieuse. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À l'horreur, à la peur, à la trahison, mais aussi à la force, au courage, à la renaissance. Thierry avait voulu me tuer, mais il avait échoué. Et dans son échec, il avait créé quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il avait créé une femme plus forte que celle qu'il avait connue. Une femme qui avait choisi la vie plutôt que la vengeance. La paix plutôt que la colère. L'amour plutôt que la haine. C'était ça, le vrai karma. Pas la punition de mes ennemis, mais ma propre transformation. Le karma n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste la lente réalisation que nos choix façonnent notre vie. Qu'avez-vous appris de vos propres choix? Partagez dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. L'âge que j'aurais dû avoir si Thierry avait réussi son plan. Mais je suis vivante. Et chaque jour, je célèbre ce simple fait. Je respire. Ce matin, je me suis réveillée dans mon petit appartement du 5e arrondissement. Le soleil entrait par la fenêtre. Les oiseaux chantaient sur le balcon. J'ai préparé mon café, lentement, en savourant chaque geste, parce que j'ai appris quelque chose de fondamental. La vie est dans les détails, dans la chaleur d'une tasse entre les mains, dans le parfum du café, dans le silence du matin. Il y a 7 ans, je ne savais pas si je verrais ce jour. 7 ans que j'ai découvert que l'homme avec qui j'avais partagé 37 ans de ma vie voulait me tuer. 7 ans que ma vie a basculé. 7 ans que je me suis battue pour survivre. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus une victime. Je vois une survivante. Je vois une femme qui a refusé de mourir. Une femme qui a choisi la vie, encore et encore, même quand tout semblait perdu. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Thomas. Bon anniversaire, maman. Je t'aime. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Puis un autre d'Alexandre. Joyeux anniversaire, maman. Merci d'être toujours là. Merci d'être toi. Mes fils, ces 2 hommes magnifiques qui avaient dû accepter que leur père était un monstre, qui avaient dû choisir entre leurs parents, qui avaient choisi moi, non pas parce que je le leur avais demandé, mais parce qu'ils avaient vu ma dignité, mon courage, ma vérité. On a sonné à la porte. C'était Nadia, un bouquet de pivoine à la main. Joyeux anniversaire, ma belle. Elle m'a serré dans ses bras. Comment te sens-tu? Vivante? Elle a ri. C'est déjà beaucoup. Non. C'est tout. Nous avons bu notre café ensemble, comme nous le faisions depuis 45 ans maintenant. Mon amie, ma sœur, mon témoin, celle qui m'avait soutenue dans les moments les plus sombres, celle qui n'avait jamais douté de moi. « Tu te rends compte, » a dit Nadia, « que ton livre vient d'être traduit en 15 langues? Je sais, c'est incroyable. Non, c'est mérité. Ton histoire touche les femmes partout dans le monde, parce que c'est leur histoire aussi. » C'était vrai. J'avais reçu des lettres de femmes du monde entier, du Japon, du Brésil, de Russie, des États-Unis, chacune racontant sa propre histoire de trahison, de survie, de renaissance. Tu sais ce qui me touche le plus? Ai-je dit à Nadia. Quoi? C'est que ces femmes ne se sentent plus seules. Elles comprennent qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas faibles, qu'elles sont juste humaines. Tu leur as donné un cadeau précieux, Soraya. Lequel? L'espoir. L'espoir. Ce petit mot si puissant, ce petit mot qui m'avait maintenu en vie quand tout semblait impossible. Plus tard dans la journée, je suis allée au cimetière du Père-Lachaise, pas pour voir Thierry. Il était enterré ailleurs, loin, dans un cimetière anonyme, mais pour voir ma mère, décédée il y a 15 ans. Je me suis assise sur le banc près de sa tombe. « Maman », ai-je murmuré, « j'aurais aimé que tu sois là pour voir qui je suis devenue. » Le vent a soufflé doucement dans les arbres. Tu aurais été fière, je crois. Ma mère avait toujours été une femme forte. Veuve à 50 ans, elle avait élevé 3 enfants seule.
Elle m'avait appris la dignité, la résilience, la fierté. Ne laisse jamais personne te définir, me disait-elle. J'avais oublié cette leçon pendant des années. Mais finalement, je l'avais retrouvée. Le soir, mes fils sont venus dîner chez moi. Thomas avec sa femme et leurs 2 enfants. Alexandre avec son compagnon. Ma famille, celle qui restait, celle qui comptait. Les enfants riaient, couraient, remplissaient l'appartement de vie. Et j'ai pensé, voilà ce que Thierry voulait me voler. Ces moments, ces rires, cette joie simple d'être grand-mère. Après le dîner, Thomas m'a prise à part. « Maman, je voulais te dire quelque chose. » « Oui, pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi tu n'étais pas plus en colère. Pourquoi tu ne cherchais pas à détruire papa. Pourquoi tu ne parlais pas de lui avec haine. Et maintenant? Maintenant, je comprends. Tu as choisi de ne pas laisser la haine t'empoisonner. Tu as choisi de vivre plutôt que de te venger. » Il a pris ma main. « Tu m'as appris quelque chose de fondamental. Que la force n'est pas dans la vengeance, mais dans la capacité à pardonner. Pas pour l'autre, mais pour soi-même. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu as compris l'essentiel, mon chéri. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai pensé à tout le chemin parcouru, de cette femme terrifiée qui était sortie d'une boutique informatique avec la certitude que son mari voulait la tuer, à cette femme sereine qui célébrait maintenant sa vie, entourée de ceux qu'elle aimait. Qu'avais-je appris? Tant de choses. J'avais appris que l'intuition est notre meilleur allié. Ces petits signaux que j'avais ignorés pendant des mois. Les comportements étranges de Thierry, les mensonges subtils. Si je les avais écoutés plus tôt, j'aurais peut-être pu éviter tant de douleurs. J'avais appris que la dignité est notre plus grande force. Même dans les pires moments, j'avais choisi de rester debout, de ne pas me rabaisser au niveau de Thierry, de garder ma valeur, mon intégrité, mon humanité. J'avais appris que la patience est parfois la seule arme. Quand j'ai découvert la vérité, j'aurais pu paniquer, fuir, affronter. Mais j'ai attendu, j'ai observé, j'ai construit mon dossier. Et cette patience m'a sauvé la vie. J'avais appris que l'amitié est sacrée. Sans Nadia, je n'aurais jamais survécu. Elle m'avait écouté, soutenu, guidé. Elle m'avait rappelé qui j'étais quand j'avais oublié. J'avais appris que la justice existe, pas toujours de la manière qu'on imagine. Pas toujours au moment où on l'attend, mais elle finit toujours par arriver. Thierry et Laure avaient payé pour leur choix. Non pas parce que je l'avais voulu, mais parce que c'était la conséquence naturelle de leurs actes. Et surtout, j'avais appris que la vie est précieuse. Chaque jour, chaque heure, chaque instant. Que nous ne devons jamais la tenir pour acquise. Que nous devons la vivre pleinement, intensément, courageusement. Parfois, je pense à ce que ma vie aurait été si Thierry avait réussi. Je serais morte il y a 7 ans, sur les falaises d'Étretat. Un accident tragique, une femme de plus qui disparaît sans bruit. Mais je n'ai pas disparu. Je suis là. Et ma voix porte plus loin que je n'aurais jamais imaginé. Mon histoire n'est pas exceptionnelle. Des milliers de femmes vivent des situations similaires chaque jour. Des maris violents, des compagnons manipulateurs. Des hommes qui veulent contrôler, détruire, effacer. Mais ce qui est exceptionnel, c'est de survivre. C'est de choisir la vie plutôt que la résignation. C'est de se battre plutôt que de se soumettre. C'est de parler plutôt que de se taire. Si mon histoire peut aider une seule femme à ouvrir les yeux, à faire confiance à son intuition, à partir avant qu'il ne soit trop tard, à choisir la vie, alors tout cela aura eu un sens. Ce matin, sur mon balcon, j'ai arrosé mes plantes, mes géraniums, mes lavandes, mes petites tomates cerises, des choses vivantes, qui poussent, qui fleurissent, comme moi. J'ai 68 ans, je suis seule, mais pas solitaire, je suis libre. Vraiment libre. Je n'ai plus peur, je n'ai plus honte, je n'ai plus de regrets. J'ai juste de la gratitude. Gratitude d'être vivante, gratitude d'avoir survécu, gratitude d'avoir transformé la pire chose qui me soit arrivée en quelque chose de beau, en quelque chose d'utile, en quelque chose qui aide. Alors voilà. Voici mon histoire. L'histoire d'une femme ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et qui a choisi de ne pas en mourir. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si mon histoire a touché votre cœur, je veux que vous sachiez une chose. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous méritez mieux que ce que vous acceptez parfois. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vivre. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Ni un mari, ni un compagnon, ni la société, ni la peur.
Votre vie vous appartient. Totalement. Complètement. Absolument. Et si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme la mienne, si vous découvrez que la personne que vous aimez veut vous détruire, écoutez-moi bien. Partez. Parlez. Demandez de l'aide. Mais surtout, ne mourrez pas. Ne leur donnez pas cette victoire. Vivez. Survivez. Renaissez. Parce que la vie, malgré tout, vaut la peine d'être vécue. Même après la trahison. Même après la douleur. Même après l'horreur. La vie reste belle. La vie reste précieuse. La vie reste possible. Et moi, Soraya Dufour, 68 ans, survivante, je suis la preuve vivante de cette vérité. On peut tomber très bas. On peut perdre presque tout. Mais tant qu'on respire, on peut recommencer. Alors je vous dis, respirez. Vivez. Aimez. Recommencez. Et surtout, n'oubliez jamais. Le karma existe, pas comme une punition divine, mais comme une loi naturelle. Ce qu'on donne au monde nous revient toujours. Donnez de la dignité, vous recevrez du respect. Donnez du courage, vous recevrez de la force. Donnez de l'amour, vous recevrez de la paix. Et si quelqu'un vous donne de la trahison, de la manipulation, de la cruauté, ne la rendez pas, parce que la vie s'en chargera. Toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon histoire est racontée, ma leçon est apprise, ma vie est à moi. Et je vous souhaite à tous, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, une chose simple mais essentielle. Je vous souhaite la vie, la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.